Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la course des deux caps, le débrief de cette troisième journée de compétition. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On parlera du premier abandon de la course avec un motif quand même assez farfelu, on va pas se mentir. Et puis on parlera également du classement en ce moment. Assez peu de changements à part du côté de la tête de course avec un concurrent qui a réussi à s'échapper. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces dernières heures. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Ce soir également, vidéo sur le classement UCI. Demain, les deux présentations des favoris pour le Tour de France. Il y en a déjà une en fait qui est enregistrée, parce que j'ai enregistré sous 40 degrés. Je pensais pouvoir monter, mais là il fait vraiment très chaud. Je rappelle que je fais partie des départements qui sont restés en alerte rouge. Donc il fait encore 40 aujourd'hui. Et en plus avec du vent chaud, ce qui est très désagréable. Un vent très chaud. Donc voilà, ça m'a un peu ralenti dans ce que je voulais faire aujourd'hui. Bon, on commence tout de suite avec la course des deux caps. Alors, je suis sur le site officiel IMOCA. Je n'arrive plus à accéder au site de la course des deux caps. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème technique sur ce site ou si c'est juste moi qui est bloqué. Le message d'erreur ferait presque penser que c'est que moi qui est bloqué et pas le reste des gens. Mais je n'accède plus du tout au site de la course des caps. Donc, je ne peux pas... voilà, pendant très longtemps, je n'ai pas pu suivre la course. Heureusement, sur le site IMOCA, on a accès également à la cartographie de cette épreuve, même si le dernier point fait au niveau du classement, c'est le point de 15h, et j'enregistre, c'est 17h44 précisément. Au niveau des conditions climatiques, on voit le vent en ce moment. Le vent qui est remonté, alors il n'est pas encore dans le sens des concurrents, mais ça permet au bateau d'aller beaucoup plus vite. Et puis le vent, si je dézoome, hop, hein, vous voyez, le vent est encore un peu mollasson sur l'arrière de la flotte, mais devant vraiment, plus on est devant, plus on a de vent. Ça nous rappelle le vent des globes, cette affaire-là. Et puis ça va vraiment se renforcer dans les prochaines heures. Et bien entendu, c'est plutôt les bateaux de devant qui seront favorisés dans les prochaines heures avec ce vent. Donc ça devrait bombarder dans les 24 prochaines heures. Ça va être vraiment des conditions vraiment bonnes. Il y aura encore assez peu de mer, 2,50 m, 2,80 m. Donc ça va encore. Et avec beaucoup de vent, voilà, du 24, 25 nœuds, donc c'est-à-dire des conditions idéales pour faire décoller les bateaux avec des rafales plus fortes, hein, à 30 nœuds, mais qui sont dans le sens des bateaux. Donc il va falloir réussir à gérer la vitesse de ces bateaux, peut-être enlever, hein, de la voile pour pouvoir gérer dans ces conditions-là. Mais ça va aller vite. Voilà, je pense que on va être sur des très belles vitesses là dans les 24 prochaines heures par rapport à ce qu'on a connu depuis le départ. Je suis attaqué par deux mouches, dis donc. Voilà pour les concurrents de devant. C'est vrai que derrière, on va avoir aussi, hein, du vent dans les heures à venir, ça va se renforcer. Mais forcément, il ne sera pas tout de suite dans la bonne direction. Et en plus, comme devant, on risque de l'avoir un petit peu avant. On va perdre encore, je pense, un petit peu de temps à partir peut-être de Jérémy Bayou. Et surtout au niveau de Benjamin Dutreux. Du côté des températures, on reste sur des températures qui sont plutôt bonnes. On nous met une quinzaine de degrés. Il semblerait que dans le nord de la France, ça soit un peu refroidi. Donc ça semblerait plus logique que les températures qui étaient annoncées hier. Hein. Et maintenant, on contourne l'Irlande en ce moment du côté des concurrents de tête. Si vous voulez être sur une carte. Voilà, une carte de la situation. Vous voyez, pendant la nuit, on était à peu près là hier. Et hop. On a passé le Fastnet. On est remonté également ici. On va regarder même ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. Donc on va remonter au 1er juillet vers 14h, 15h. Là, on a fait le débrief. Voilà. On était pas loin du Fastnet. Le Fastnet a été passé dans la soirée, hein, voilà, en tout début de soirée.
On est passé à côté en plus du Fastnet, vraiment. Et là, vous voyez, déjà, il y a eu un premier choix tactique de la part de certains concurrents qui sont partis plus vers le Fastnet, alors que d'autres ont décidé de faire leur empannage un petit peu plus tard, ce qui n'a pas forcément été une réussite. Et on voit à ce moment-là que Fabrice Amedeo est en train de quitter la course. On passe le Fastnet très proche des côtes du côté de Sam Goodchild, du côté des 5 bateaux de tête. Et on fait pas mal de manœuvres. Et c'est dans ces manœuvres-là qui se sont déroulées au petit matin que Sam Goodchild a réussi à s'échapper en récupérant un petit peu plus de vent. Pourquoi? Parce qu'il était un petit peu plus à l'ouest que ses petits camarades. Ça joue d'Arien, comme vous pouvez le voir. Et tout de suite, il fait moins de manœuvres aussi. Quand vous regardez, il fait surtout des manœuvres au passage du Fastnet. C'est là où derrière ça revient. Il y a même presque un coup d'arrêt à un moment. Sauf qu'ensuite, hop, vous voyez, lui, il va faire qu'une manœuvre quand les autres vont être obligés de faire 2-3 manœuvres. Et ça, forcément, c'est de la perte de temps. Et ça permet à Sam Goodchild de s'éloigner, surtout en début d'après-midi, où il a pris pas mal d'avance sur ses concurrents pour passer en tête le trophée numéro 3, je crois, du parcours, si je ne me trompe pas. 3 ou 4, je ne sais plus de tête. Donc voilà, on se retrouve à avoir un Sam Goodchild en tête de course qui a très bien manœuvré. On le voit avec des bonnes vitesses quand même sur les 4 dernières heures. On atteint les 20 nœuds. Donc voilà, on n'avait jamais atteint ces vitesses-là depuis le début de course. Et puis, il faut le dire que sur les 24 dernières heures, on a quand même fait 213 000 nautiques, ce qui était un peu mieux. Ça veut dire aussi qu'on a eu des moments quasiment à l'arrêt, comme je le disais du côté du Fastnet. Mais il a bien géré sa trajectoire sur le début de contournement de l'Irlande par le sud-ouest. C'est là où il a fait la différence. Sam Goodchild, peut-être qu'il connaissait bien la zone, je rappelle qu'il est britannique, et c'est là où certains autres concurrents ont perdu un petit peu de temps sur lui, et ce qui fait qu'il a quand même pris une petite avance dans l'affaire avec 23 000 nautiques d'avance sur Holcim PRB. Donc je dirais qu'on est à peu près sur 1h30, 2 heures d'avance. Ça peut se perdre pour la suite de la course, mais là c'est plutôt pas mal du côté de Sam Goodchild pour le moment avec ce massif. Et puis là en plus le massif rentre dans des conditions de mer qu'il adore, cette mer un peu qui est un peu comment dire, on est sur une mer un peu médium en termes de vent. Là il va vraiment augmenter son avance par rapport à d'autres bateaux comme Holcim PRB, comme Vulnérable, qui ont besoin d'être dans le portant pour être plus efficaces, et qui peuvent être très efficaces dans le portant. Deuxième Holcim PRB, on commence dans quelques heures, ça va aller encore plus vite pour Holcim PRB parce qu'il va être dans du vent un petit peu plus portant. Là vous voyez que sur les 4 dernières heures, il y a quasiment 3000 d'écart, 3 nœuds d'écart en termes de vitesse entre Nicolas Lundven et l'équipage de Nicolas Lundven et l'équipage de Sam Goodchild. Donc on voit que pour le moment, Sam Goodchild augmente de manière assez importante son avance. Et il est toujours en duo avec Elodie Bonafou, qui s'en sort extrêmement bien. Alors, on sait, un équipage d'expérience, mais un bateau neuf. Un bateau qui est sorti en février-mars des ateliers. Donc ça se passe plutôt bien pour Elodie Bonafou. Je rappelle Sister Ship de Massif. Donc on est sur un bateau qui est sur la même base. Elle va un petit peu plus vite même en ce moment que Nicolas Lundven. Donc ça pourrait peut-être lui permettre de passer devant dans les heures à venir. Donc ça c'est plutôt intéressant pour Elodie Bonafou. Nicolas Lundven qui s'en sortent bien. Vulnérable, c'est lui qui a perdu du temps. On va même revoir sa nuit à Vulnérable, voir où ça s'est passé du côté de Vulnérable. Parce que là, on voit, il est encore avec Sam Goodchild. Là, il est encore avec Elodie Bonafou. Et il a manœuvré un petit peu après eux. Je pense que c'est ce retard-là. Et on voit que là, il y a une vraie différence qui s'est faite en début d'après-midi. Et ensuite, il a pris ce petit retard d'une dizaine de milles à ce moment-là du côté de Vulnérable, donc qui ne remportera pas le prochain trophée comme il l'avait fait depuis le début de course où il avait été plutôt efficient dans les passages de trophée. Après on sait que dans ces conditions-là, c'est pas le bateau qui est le meilleur, le bateau de Thomas Ruyant, on l'avait vu déjà du côté du Vendée Globe où il avait parfois du mal dans ces conditions de vent
pas toujours ultra rapide. La descente du Brésil n'avait pas été forcément exceptionnelle de la part de Thomas Ruyant à l'aller. Malaysia avec Will Harris, bon forcément là on était dans des situations avec du vent assez faible le long des côtes, et bien ça n'a pas été vraiment terrible, voilà pour Malaysia. Il a perdu, il est maintenant à 51 000 de retard alors qu'il était à une dizaine de milles hier. Ça s'est vraiment décanté du côté de la tête de la course, et c'est vrai que du côté de Will Harris, le bateau n'est pas fait pour ces conditions-là, n'est pas fait pour ces phases de transition où il faut énormément manœuvrer. C'est un bateau qui est lourd, c'est un bateau qui est dur à redonner de la vitesse. Et là, on le voit vraiment dans ces circonstances-là et dans cette situation-là, que c'est un bateau qui a eu du mal du côté de Malaysia Sea Explorer, qui est pour le moment toujours 5e devant Justine Métro. Justine qui s'est pas vraiment approchée pour le moment, avec 62 000 de retard. Bon bah hier déjà elle avait perdu un peu de temps, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée décalée en termes de stratégie. Je pense que c'est surtout la journée d'hier qui lui a coûté beaucoup, vous voyez, à Justine Métro, parce qu'elle était déjà en plus décalée aussi en termes de trajectoire. Elle a retrouvé un peu de vent faible au passage du Fastnet, et ensuite là aussi ça a été compliqué de redémarrer parce qu'elle avait encore du vent faible, alors que devant il commençait déjà à récupérer du vent un petit peu plus fort à 15-20 nœuds, alors qu'elle avait plutôt du vent à 6-7 nœuds. Donc voilà, ça fait partie aussi de la course, de ne pas avoir forcément les mêmes conditions climatiques que ses camarades. Par contre, vous voyez qu'elle a réussi à s'éloigner de Jérémy Bayou, qui est, je pense, le grand perdant du jour. Jérémy Bayou, avec Charal, deuxième du nom, qui s'est empêtré le long de la côte. Alors oui, il a réussi à faire l'écart par rapport à la Micaline, mais bon, il est quand même en retard maintenant par rapport aux camarades de devant, quasiment 80 000 de retard. Eh bien, ça fait 4 heures, un peu plus de 4 heures de retard. Donc là, ça commence à faire beaucoup sur une course qui reste assez courte en termes de durée. Donc là, c'est vraiment pas l'idéal du côté de Jérémy Bayou, qui s'est un petit peu raté dans cette stratégie le long des côtes, et qui a touché du vent extrêmement faible, on le voit sur les 4 dernières heures, à peine 10 nœuds, donc c'est la moitié de la vitesse de Sam Goodchild, et ce qui fait que forcément sur la journée, eh bien, il a été moins rapide. C'est pareil pour Benjamin Dutreux, rattrapé par Initiative Cœur, mais pour le moment il n'est pas dépassé par Initiative Cœur. Là, on est sur un bateau qui est de plus ancienne génération, il faut le dire également. On avait déjà un petit peu de retard hier. On en avait parlé du côté de ce bateau, qui était plutôt au niveau d'Initiative Cœur, qui a tenté une trajectoire plus haute comme Initiative Cœur, mais qui sont tombés vraiment dans du vent extrêmement faible. Il a fallu faire pas mal de manœuvres, et ça leur a coûté du temps. Il y a peut-être encore une manœuvre pour contourner cette petite zone du côté de l'Irlande, c'est pas l'idéal. Et donc Salboche Verres, qui est désormais le dernier concurrent en route, qui est à 130 000 de retard, mais je dirais qu'il arrive plutôt pour le moment à tenir la cadence. Le concurrent hongrois, dans les heures à venir, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour lui. On va parler de 2 informations qui sont tombées dans la nuit ce matin. Déjà, un changement de parcours sur la course. Vous allez voir, si on monte un petit peu au nord, normalement on devait passer au-dessus de cette île-là. On devait contourner à 60 degrés nord et ensuite redescendre. Sauf que on a pris beaucoup de retard sur le début de course avec le vent qui n'était pas vraiment fort du côté de la Manche. Ce qui fait qu'on a décidé de réduire le parcours de 200 000, quasiment 200-250 000 nautiques. L'idée de gagner 12-15 heures de course pour permettre d'arriver dimanche ou lundi du côté des concurrents. Dimanche, ça me semble encore un peu tôt, c'est les prévisions de la direction de course. Moi, ça me semble encore un peu tôt, parce que là, on peut avoir également des conditions de mer assez faibles, et surtout pas mal de manœuvres encore à réaliser. Donc j'espère que les concurrents ont pris assez à manger au départ de la course, qu'ils avaient pris un petit peu de marge de rab, parce que on est quand même sur des temps assez longs par rapport à ce qui était prévu au départ. On devait plutôt arriver vendredi, samedi, c'est-à-dire, j'avais dit presque au moment du Tour de France. Là, normalement, ça serait un petit peu après. Deuxième information, c'est l'abandon de Fabrice Amédéo. Je vous en ai parlé en tout début de vidéo. Je vous ai dit, c'est un abandon un petit peu farfelu de la part de Fabrice Amédéo. La raison, en fait, il a des choses à faire à terre.
pour son projet Vendée Globe 2028. C'est la vraie raison, hein. Il abandonne pas parce qu'il y a un problème sur le bateau, il abandonne pas parce qu'un des skippers est malade, parce que voilà, il y a un problème technique, un problème électronique. Non, il l'abandonne parce qu'il a des rendez-vous à terre et que la course va durer trop longtemps, donc il va rater ces rendez-vous-là à terre. C'est la première fois que j'entends un abandon de ce type, je vais très clairement le dire. Quand tu fais une course, tu sais très bien que ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, donc tu prévois pas des trucs juste après l'arrivée. Enfin voilà, je trouve ça exceptionnel. Tes rendez-vous, bah, tu les fais, je sais pas, le 15 juillet, le 16 juillet, mais ou si tu as des rendez-vous comme ça, bah, tu participes pas à la course. Mais là, tu as emmené des skippers, pas toujours en plus des skippers professionnels. Normalement, il y avait un projet scientifique derrière, donc le projet scientifique il est abandonné. Au final, je ne sais pas combien d'argent ça a coûté, au final en financement avec ce projet scientifique. Mais t'abandonnes pas la course parce que tu as des rendez-vous à terre. C'est comme s'il y avait un mec qui faisait le Vendée Globe et il dit je dois arriver le 20 janvier parce que le 21 j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Bah, je sais pas, tu décales ton rendez-vous. Ou tu prends pas un rendez-vous la semaine qui suit ton arrivée sur le Vendée Globe, tu vois, tu prends ton rendez-vous fin février, là où tu penses que tu auras un petit peu de marche pour arriver. Bah, c'est la première fois que j'entends un abandon de ce type-là quand même. Je trouve ça assez farfelu, pour pas utiliser des termes plus méchants, mais je trouve ça un peu inadmissible pour les organisateurs de la course et aussi pour les mecs avec qui tu pars. Parce que là, en plus, c'est quand même... Enfin, on est obligé de rentrer en Bretagne parce qu'il y a seulement un mec sur les 3 autres dans le bateau et les 4 autres dans le bateau qui a un rendez-vous comme ça. Les autres, ils avaient prévu leurs précautions. Je trouve ça pas ça normal. Voilà, de la part de Fabrice Amédéo. Et je trouve que c'est un manque de respect aussi envers les sponsors de ce bateau-là. Certes, tu as un projet en 2028, tu vas avoir un beau projet en 2028, mais tu as des sponsors en ce moment qui t'accompagnent et qui auraient peut-être bien voulu que tu finisses la course. Et ça, c'est un coup quand même à perdre des sponsors, hein, ce genre de stratégie et ce genre d'attitude. Donc voilà, c'était la petite gueulante du jour du côté de la course des caps. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était un petit peu plus courte que les autres jours. Bon, pas seulement à cause de la chaleur, surtout que j'ai été pas mal embêté pour avoir la cartographie de la course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!